Salut tout le monde, un nouvel épisode d'Espace Détente, l'épisode 7, et je suis entouré de pas mal de monde ainsi que d'un invité exclusif ce soir pour l'émission. Salut Quentin. Salut. Tout le monde, salut. Hola. Ça va? Impeccable pour moi. On est chaud, très bien. Eh bien écoutez, comme tout le monde va très bien, je propose qu'on embraye directement avec le programme de la soirée. On va démarrer avec Guillaume qui j'espère lui aussi à la patate. Ça va Guillaume? Oh, quel jeu de mots de qualité! Ah, il est fort. Il est fort. Tout à fait, hein. Tu l'as bossé pendant une semaine, celui-là. Ah bah celle-là, elle était prête avant même que l'émission soit déclarée. Hein, du coup, voilà, un petit indice, hein, c'est sans surprise, j'en avais parlé la dernière fois, donc... Un petit indice, juste comme ça, on l'a glissé, on va en glisser d'autres, puisqu'après, on va faire un petit enchaînement avec Jason qui va nous parler de téléphone. Oui, ça faisait longtemps, Jason. Hein. Oui, ça fait longtemps. Bon, bah, en tout cas, c'est cool. On va couvrir quelques annonces qui ont eu lieu cette semaine. Et d'ailleurs, on va couvrir une des grosses annonces puisque Quentin est là parce que nous, on n'a pas toujours tous les produits. Merci, Quentin. Mais avec plaisir. C'est mon devoir de faire ça. Pour la communauté. C'est magnifique. C'est bien. Magnifique. On te remercie. La communauté te remercie. C'est beau. Et dis-moi, dans quelle boîte se trouve ce magnifique produit? Moi, je parle pas de téléphone ici. Donc, on fait pas dans le même truc. Moi, je prends juste les boîtes. C'est ma passion boîte, c'est tout. Tout à fait. Eh ben, écoute, il ne parlera pas de téléphone, il parlera simplement de MediaKit. C'est tout. C'est comme Exactement. Ça. Et voilà. Et du coup, on enchaînera après avec notre David, notre expert télévision, n'est-ce pas? Yes, exactement. On va se parler d'OLED aujourd'hui. Ça va être sympa. Ah, et ça, j'aime ça. Mais cette émission ne serait rien sans notre sponsor adoré, Macoq. Macoq qui nous permet d'avoir un magnifique StreamYard full débris. Et Macoq, c'est aussi avant tout une boutique d'accessoires pour vos smartphones, pour vos tablettes, pour tout ce qui tourne autour de la mobilité. Et Macoq, eh ben, c'est ça aussi. Un accident, c'est si vite arrivé. Alors pour protéger tes produits high-tech, Macoq est là pour te proposer des coques de protection de qualité et en plus très stylées, au prix les plus bas. Alors n'hésite pas, si tu veux protéger ton smartphone, tes AirPods, ta console ou t'équiper en accessoires, passe nous voir sur macoq.com. Du coup, eh ben, je vous propose qu'on attaque avec Guillaume. Guillaume, tu vas nous parler de chips ce soir, c'est ça? Presque. Un autre modèle. Non, moi je vais te parler de patates en plastique, mais qui n'ont pas toujours été en plastique. Donc, bien évidemment, on va parler de Monsieur Patate, jouet phare de la licence Toy Story. Donc, si la régie veut bien envoyer l'image numéro 0, on va commencer déjà par une simple question à l'ensemble de l'assemblée. Simple question, votre personnage préféré? Donc pour rappel, on retrouve Buzz l'éclair, Woody, Zigzag, Bayonne le cochon de tirelire, Monsieur Patate, Rex et enfin la bergère. Dans le cast de Toy Story original, on a aussi les petits soldats verts. Donc Quentin, toi je sais que tu es un grand fan de cette licence. Et pour nos amis téléspectateurs qui ne le sauraient pas, eh ben moi non plus j'étais pas au courant que Quentin rejoignait cette émission jusqu'à peu. Je suis très content que tu sois présent durant mon émission de Toy Story. Ah mais moi je suis refait de parler de Toy Story dans un live. Genre c'est juste incroyable de voir ça. Ah non, moi mon perso préféré, alors bon, je dirais l'inévitable Cowboy. Ça va être bien sûr Woody. Ou les petits aliens, j'aime bien les petits aliens. Surtout qu'ils sont sur le pare-brise. Alors, les petits aliens interviennent dans l'épisode numéro 2, donc j'ai vraiment essayé de me focus sur la première affiche pour l'instant. David, peut-être? Ouais, moi je partage l'avis. Tu as toujours effectivement ce cowboy et puis Buzz l'éclair. Ouais, Buzz, une bonne valeur sûre également. Jason? Moi je suis team Buzz l'éclair. Ouais. Ok, des vrais gars. Et Mathieu? Eh ben moi, je serais le faux gars puisque je ne connais pas la bergère. La licence Toy Story. Non, mais je crois que des quelques souvenirs de ce que j'en ai vu, le chien en ressort, c'est rigolo. Ouais, je prends Zigzag. Zigzag. Ouais, c'est ça. Ouais, ben moi de mon côté, ce serait probablement Buzz, Rex ou Monsieur Patate. Voilà. Du coup, sans plus tarder, on va rentrer dans l'histoire en fait de Monsieur Patate, ce jouet phare qui a une très très grosse histoire et dont je vais vous faire part dès maintenant. Donc vous pouvez laisser cet affichage en attendant. Les premières affiches, les premiers visuels arriveront un peu plus tard. L'histoire de Monsieur Patate, elle commence en 1949 avec George Lerner aux États-Unis
qui a vendu son projet à 5 000 $ à une société qui mettait les accessoires dans les boîtes de céréales. Quand je dis accessoires, il faut comprendre qu'en fait, ce qu'on connaît aujourd'hui avec le corps de patate en plastique, à la base, ça n'existait pas. On devait vraiment greffer les accessoires sur littéralement des patates ou des concombres ou ce que tu veux. C'était fait pour se greffer à des aliments, mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc il y a Monsieur Concombre qui existe, quoi. Ouais, c'est Oui, ça. tout à Peut-être fait. même Madame Radi, tout ça, quoi. De mémoire, Monsieur Concombre apparaît dans l'épisode 3 ou 4 d'ailleurs. Quand Monsieur Patate perd un peu tous ses membres, il est reconstitué sur un concombre. On peut retrouver ça tout à l'heure. Ah, putain, excellent, c'est vrai. Un cornichon. C'est peut-être un pickle ou un cucumber, je sais plus exactement. Mais oui, voilà, on a un spécialiste là. Donc il vend cette idée à 5 000 $ à une société. Et plus tard, la société qui deviendra Hasbro par la suite, mais qui ne s'appelait pas Hasbro à l'époque, rachète ces droits-là et offre 500 $ d'avance à George Lerner et surtout 5% de droits sur les ventes à venir. Autant vous dire que le mec est devenu très riche. Monsieur Patate, ça a été aussi la première publicité télévisuelle à destination des enfants au monde. C'est-à-dire qu'avant, les publicités, elles étaient dirigées vers les adultes, mais par la suite, c'est vraiment la première qui s'est focalisée à faire un truc pour les enfants. Et attends, genre, il disait pour les enfants, tiens, prends des membres et joue avec ta bouffe et tout. Non, mais c'est juste qu'en fait, elle était pensée pour être vue par des enfants. Donc, le message était vraiment pas du tout le même que pour des adultes. Ah oui, parce que c'est signes premier degré, pardon. On peut basculer sur les deux prochains visuels qui sont la première, le premier set qui a existé. Donc ça, c'est l'extérieur de la boîte. Et donc on peut voir déjà directement que cette vision d'horreur de je sais pas quand je vois ça. T'imagines, tu vois ça dans le noir, t'as hyper peur. Ouais, franchement ça fait très très peur. On peut voir qu'en fait sur les visuels à gauche, les accessoires sont positionnés sur des oranges, sur des betteraves, sur des poires, sur des pommes, et que la tête au final c'est du polystyrène et le corps il se glisse sous la tête. Donc c'est pour ça qu'on dit Monsieur Patate, Mr. Potato Head, c'est Monsieur Tête de Patate en fait au final qu'il faudrait dire en français. D'accord. Donc ça c'est le kit original qui est sorti en 1952 pour le prix de 98 cents de dollars américains. J'ai eu peur. Dans la boîte, on retrouvait à peu près une trentaine d'accessoires avec divers sets de nez, de bouche, de chapeaux, etc. Et un paquet de moustaches, sourcils, etc. En 1953... J'ai une question. Oui. C'est quoi au niveau du nez? Il y a un... Ah non, c'est un autre nez, ok. Tu peux choisir la taille de ton nez. Exactement. Plusieurs nez, ouais. Un nez pointu ou un nez... En 1953, il y a Madame Patate qui apparaît, donc j'invite la régie à basculer sur l'image qui suit. Ah, la parité. Voilà, donc même dans ça fait toujours aussi peur, hein, clairement. Mais voilà, 1953, très très vite, on retrouve Madame Patate. Et très rapidement également, on retrouve les enfants Spud et Yam, différents animaux. Non, j'ai pas les visuels. Je vous indiquerai la régie, vous inquiétez pas. On retrouve aussi pas mal d'accessoires tels qu'une voiture, une remorque de caravane, un set de cuisine. Bref, l'environnement autour de ce jouet s'enrichit et propose une gamme très variée pour les enfants. Le corps en plastique qu'on connaît aujourd'hui, il est arrivé en 1964 et ça faisait suite à déjà plusieurs problèmes. C'est que on était post-guerre, donc il fallait quand même respecter un peu la bouffe qui se faisait rare. Et surtout, comme on greffait ça sur des patates, sur des oranges ou quoi que ce soit, c'était pas très hygiénique. Il y avait des problèmes de pourrissure, de moisissure, etc. Donc ils ont très rapidement basculé sur un modèle plastique. On est aussi passé d'un modèle qui était très piquant et petit, et donc très dangereux pour les petits enfants, à des modèles beaucoup plus tranquilles au niveau de la dangerosité envers les jeunes. Et puis enfin vient 1995. Ouais, j'ai fait un gros saut dans le temps. Ah ouais, avec le Monsieur Patate qu'on connaît nous, qui est arrivé dans Toy Story, qui a fait sa légende mondiale. Donc là, il arrive en 1995 dans le premier Toy Story. En 2000, je veux bien le visuel suivant. En 2000, il est intronisé au National Toy Hall of Fame de The Strong. Donc The Strong, comme on peut le voir, c'est un musée national du jeu. Et donc en 2000, ce jouet rentre dans le panthéon des jouets américains. Et
clairement pour montrer l'importance qu'il a eu dans le milieu du divertissement. On peut enchaîner avec le visuel suivant. Franchement, ça c'est patate quand même. Et je l'avais le monsieur patate qui était dans l'image d'avant. Eh Tu l'avais celui-là? Bah ouais, mais Ouais. c'est ce qui fait le succès du truc, c'est que tous les parents toutes mes ont acheté félicitations. pareil à leurs gamins. C'est ça. 2020, donc 2020, les visuels suivants. Là, clairement, c'est non, juste avant. C'est le virage à ne pas rater, et c'est le monde de l'écologie. L'écologie. Avec un monsieur patate fabriqué en plastique végétal. Donc d'après mes recherches, c'était à base de plastiques végétaux dérivés de la canne à sucre. Et donc on a ce modèle-là qui est composé de 15 pièces, qui est plutôt mignon en vrai. Et voilà, c'était intéressant à marquer. On peut passer sur celui d'après. Donc là, ça a été aussi le gros capharnaüm sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, la perte du genre de monsieur patate. Alors, il y a une précision à apporter en fait. On voit que ce qui n'est plus genré, c'est le nom de la marque Potato Head, mais les différents éléments des produits personnages conservent leur genre. On voit toujours en bas à gauche Mr. Potato Head, Mrs. Potato Head, la famille patate, etc. Donc c'est juste la marque dans sa globalité qui perd son genre, mais ça n'influe en rien sur la qualité des produits et leur amusement qu'ils peuvent procurer à tous les enfants comme Quentin. Ça vient de sortir, ça? Oui, ça c'est une annonce qui est vraiment très très récente, qui a quelque chose comme 3 semaines. Et là, donc là, de l'actualité autour du truc. Là, Jason, tu peux y aller tranquillement. Il y a 6 visuels, tu les envoies un peu comme tu veux. Mais en gros, alors, là, on ne brise pas les coulisses. On demande à la régie les 6 visuels. Parce que espace détente, il y a du monde derrière. Voilà, il y a toute une équipe. Surtout déjà, je trouve qu'il gère pas trop mal le multicam, tout ça. Le monteur fera un élément de censure. Donc en fait, ce qui est aussi notable dans la collection Monsieur Patate, c'est tous les crossovers qu'il y a eu avec des licences. On peut citer incroyable. On peut citer Indiana Jones, Transformers, Looney Tunes, Elvis, Wizard of Oz, Star Trek. Il y en a plein. Batman. Il y a le pote de Mathieu. Batman. Star Wars évidemment qu'on a pu voir. On a pu voir aussi, je crois que attends, ils ont fait aussi une licence Toy Story, c'est en mode Inception là. Ouais, mais en vrai, elles sont trop cool. Franchement, je suis un peu triste de ne pas les avoir, celles-là, mais le Toy Story. Attends, arrête-toi sur cette image. Celle juste d'après de Star Wars. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est de remarquer les noms qui ont été donnés à tous les produits. Oui, c'est 3 potatoes. Il faut parler un peu anglais, mais c'est tous les dérivés autour de la purée, de la chips, de la patate, de la frite. C'est hyper drôle, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop drôle. Et donc voilà, c'est très marrant, très clever, très intelligent. Et enfin, je vais conclure avec une petite anecdote. En 2017, l'acteur qui jouait la voix de Monsieur Patate dans le film de Toy Story 4, dans la saga Toy Story, est mort. Et du coup, le film Toy Story 4, lui, est sorti en 2019, si je ne m'abuse. Et c'est en accord avec la famille de l'acteur, qui était le nom n'est pas renseigné dans ma chronique, mais c'est pas grave. Dan Rickles. Exactement. En accord avec la famille, ils ont sorti les 7 lignes de dialogue qu'ils avaient dans des enregistrements qui n'étaient pas sortis auparavant. Donc c'est pour ça que dans le 4e film, Monsieur Patate n'a que 7 lignes de dialogue. Et donc on peut voir là sur le dernier visuel que j'avais donné à la régie un aperçu de ce que ça peut donner, une collection de Monsieur Patate glanée un peu sur Google Images. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les genres, pour tout ce que vous voulez. Et ça peut faire des bêtes de décor. Donc on peut rebasculer sur mon écran si tu le veux bien. T'aimes ça les patates? Je remercie Hasbro France qui m'a envoyé les Monsieur Patate d'ailleurs. Et ça c'était Disney France, je pense, qui me l'avait envoyé à l'époque. Mais il y a de quoi faire de très beaux décors et qui composent. Ouais, moi j'aurais dit de bonnes frites, mais un grand amour pour le monde de la collection. Donc je sais que Quentin regarde mon décor avec envie là. Donc. Ah, ils sont énervés. Mais moi j'avais le premier que tu avais montré, j'avais aussi les plus petits formats, j'avais les bébés Monsieur Patate. Et c'est trop cool quoi. Parce que tu peux enlever le nez, changer, lui enlever la moustache, machin. D'ailleurs, même le top derrière. Un élément que je voulais montrer avec celui-ci,
c'est qu'il peut passer de Monsieur Patate à un enfant. hélicoptère. Ah, pardon. Tu peux transformer ta patate dans un hélicoptère. Je suis désolé, mais c'est trop bien. En mode Transformers, là. Ça a bien évolué quand même. Hein. Non, mais, C'est magnifique. mais c'est pas Non, chambé mais, sans déconner. En Bah, plus, une attends. question, Hasbro, c'est pas eux qui ont Transformers aussi? Alors si, Hasbro, Ah oui. ils ont énormément de licences. Ils ont les droits d'exploitation sur des figurines Star Wars, ils ont Transformers, ils ont Power Rangers. Bah, du Ils coup, c'est-à-dire ont, qu'on pourrait avoir un film Michael Bay Transformers avec Monsieur Patate qui se ramène et tout. Tout à fait. Ouais. Bah, je propose que tu lui soumettes l'idée. Je crois que Zack Snyder est sur le coup. Exactement. Pour essayer de se Je faire pense un que truc tu avec fais Monsieur ça, Patate en 4 tiers. Et, Pendant 4 heures. Voilà, Ouais, c'était un petit aperçu de ma chronique sur le monde de Monsieur Patate, qui était une chronique que je voulais réaliser depuis le début de l'aventure Espace Détente, et donc je suis trop ouais, content on a réussi à. je suis trop Eh content ben, d'avoir pu la faire. Eh ben, Énerve. Guillaume, ce soir, tu auras la palme de la meilleure friteuse de l'émission. Bravo. Yes. Donc Il a pas le d'huile. lâchez vos meilleurs retweets pour les patates. Hein. Ah, N'empêche que Allez. ton truc m'aura permis de percuter qu'effectivement, il y avait beaucoup de dessins animés où les personnages n'ont que 4 doigts. Et en fait, j'avais jamais trop fait attention. Enfin, je l'avais vu, les Mickey, machin. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, c'est parce que c'est beaucoup, beaucoup plus simple à dessiner. Sinon, ça obligeait à faire des mains trop grosses, etc. Du coup, c'était un gain de temps considérable pour ceux qui faisaient les dessins des animations, des 24 croquis pour chaque seconde d'image. Voilà, ça m'a percuté là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Si ce que je viens de dire était inutile, vous êtes avec nous en première, vous pouvez le dire. Salut à Tout nous à du fait. futur. Moi, je Voilà, trouve salut à que nous c'est du une futur. information. Voilà. voilà. Savoirinutile.com. Ah. Ouais, mais peut-être que le Quentin du futur qui verra la première et dira ah non, c'était pourri ton histoire. Non, j'ai kiffé. Franchement, puis, Monsieur Patate, c'est totalement validé. Voilà. Eh ben, écoute, Yes. c'est magnifique. Et du coup, on va voir si tu valides du coup la chronique de Jason qui va démarrer tout de suite. Alors Jason, toi t'as pas de patate mais t'as des pocos. Oui, c'est ça, tout à Oh fait. là Et là. il est Bien on joué. fire ce soir. Il est on Ah ouais. fire. Il est inarrêtable. Et oui. Un Donc, poco on va- de calma, por favor. Hein. Eh oui, donc là je vais vous parler donc de Poco, qui est donc une marque de téléphone qui appartient à Xiaomi. Et donc Xiaomi changer. a une actualité, ouais, pour changer, parce que Xiaomi a une actualité un peu, on va dire, un petit peu riche pour ce mois-ci là. Je pense qu'on va Et s'en donc- reparler un peu. Même le CM de Frandroid en a marre, je crois, de Xiaomi. Et donc ils ont annoncé 2 téléphones, donc 2 Pocophone, qui sont des téléphones au très bon rapport qualité-prix, orientés un peu gaming. Et donc il y a eu 2 téléphones qui ont été annoncés, le Pocophone F3 et X3 Pro. Je vous laisse 2 secondes pour savoir, pour deviner qui est le haut de gamme entre les deux. Donc et non, c'est le F3 qui est le haut de Et gamme. voilà. Et ouais. Ils envoient Ah, trop ils aiment bien. ils envoient trop de communiqués aussi. Attends. Ouais. Poco, Donc, Poco, c'est la marque qui nous la met à l'envers. C'est un peu ça. ouais, mais c'est ça, ouais, quand on a lu le communiqué de presse, on s'est dit, mais what the fuck au terme au niveau des noms. Mais bon, bref. Ils changent les Donc, codes. ouais, bah ouais. Mais donc voilà, le premier téléphone, donc le Pocophone F3, donc c'est un téléphone orienté gaming au très bon rapport qualité-prix. Donc il embarque un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a un Snapdragon 870 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et une mémoire interne de 128 à 256 Go suivant le modèle que vous avez choisi. Et pour ce qui est de la batterie, il embarque une batterie de 5420 mAh avec la recharge rapide 33 watts. Et pour ce qui est de la photo, on retrouve une caméra frontale de 20 mégapixels. Au niveau de l'arrière, on a un triple capteur photo, donc un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur grand angle de 8 mégapixels et enfin un objectif macro de 2 mégapixels. Et pour le reste, le prix de ce téléphone-là commence à partir de 250 € pour la configuration la plus basse et 400 €, sachant que Xiaomi propose une petite ristourne pour la sortie du téléphone qui est le 30 mars. Ah bon. Donc pendant 72 heures, Étonnant. pendant 72 heures, donc du coup, les téléphones vont avoir 50 € de réduction. Donc, vous pouvez avoir le Poco F3 à partir de 300 € et jusqu'à 350 € pour le modèle le mieux spéqué.
Et il faut savoir que oui, que j'ai oublié de dire, mais ce modèle-ci est 5G, contrairement donc au X3 Pro qui lui n'est pas 5G, mais qui est que compatible 4G, ce qui est un peu dommage en 2021. Donc ce téléphone-là, lui, embarque toujours un écran de 6,7 pouces, mais cette fois-ci, c'est pas un écran AMOLED, mais LCD, toujours 120 Hz. Pour ce qui est de la batterie, on retrouve toujours une grosse batterie de 5136 mAh qui est compatible charge rapide 33 watts. Et ici, contrairement au F3, ici le téléphone embarque 4 capteurs photo à l'arrière. Donc on a toujours le capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels. On a un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Et pour ce qui est de la caméra avant, on retrouve un capteur de 20 mégapixels pour la caméra frontale. Et pour ce qui est du processeur, le téléphone, lui, embarque un Snapdragon 860. Donc il est un peu moins bien puissant, enfin il est un peu moins puissant que le 870, mais bon, après en termes de performance, ça sera largement suffisant pour faire tourner les gros jeux. Et il y aura, comme pour le F3, il y aura deux versions. Donc il y a une version 6 Go de mémoire vive avec 128 Go de stockage et une version 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage. Et pour ce qui est du prix, donc le téléphone sera vendu à 250 € pour la configuration de base et 300 € pour la meilleure configuration. Et comme avec le F3, il y aura une petite ristourne le 29 mars à la sortie du téléphone. Donc, vous pouvez le choper à 200 € et 250 € pour les deux modèles. Donc, voilà, c'était les annonces de Xiaomi sur les Pocophone. Et en vrai, ouais, voilà, pour les résumer, c'est d'excellents rapports qualité-prix sur le papier, parce qu'on ne les a pas testés. Oui. Mais sur le papier, en tout cas, ils envoient des specs assez lourdes. Franchement, c'est vraiment bien, à part le téléphone qui est que 4G. Je ne sais pas s'il n'aurait pas mérité ce petit passage. Mais en vrai, bon, la 5G, moi, je ne l'ai pas encore. Pour le prix et puis le nombre de personnes qui vont avoir la 5G et la présence de la 5G en France, franchement, je ne suis pas sûr que ce soit justifié de mettre 50 € de plus ou même 30 € de plus pour avoir juste l'icône 5G, quoi. Non, bien sûr. Après, bien sûr. sachant qu'en plus, il est un peu mieux spéqué quand même. Voilà, après l'autre, il est un peu mieux spéqué, mais en plus, on peut l'avoir un peu moins cher si on l'achète tout de suite. Bon, après, c'est une ristourne qui est que pour les premiers acheteurs, malheureusement. Et ben voilà. Et ben en tout cas, merci Jason pour cette annonce. Et puis peut-être qu'un de ces quatre, on aura l'occasion de les tester ou pas. On verra. En tout cas, voilà. C'est dit, c'est fait, c'est magnifique. Je pense que maintenant, il faut laisser place à notre invité pour qu'il nous parle de cette fameuse petite boîte rouge. Et du coup, Quentin, montre-nous ce que tu as et ce que nous n'avons pas. Alors, c'est ça, tu parles de cette grosse boule, hein. Ça, c'est beau, ça, hein. C'est la grosse surprise de OnePlus chaque année. Ils nous envoient cette grosse boîte. Alors, cette grosse boîte, finalement, ne sert à rien parce que tu as deux téléphones dedans, deux coques et aussi un chargeur sans fil. Mais ils te mettent une bonne expérience dans la tronche, histoire de te dire... Regarde, mes téléphones sont bien. Regarde, je te caresse. Tu vois. Et puis c'est toujours impressionnant quand tu as deux déménageurs qui arrivent pour poser un smartphone sur la table, quoi. Alors même pas, tu te le balances, ils font ouais frère, tiens, prends un truc là. mais c'est bien parce qu'au moins c'est pour ceux qui regardent les images, ça fait un peu rêver et puis c'est un truc que personne n'a et que personne n'aura parce que c'est dédié du coup à la presse, parce que oui, je suis la presse maintenant. Et oui, magnifique. Mais tu fais le mytho, mais avec toute ta collection de pompes, ça te fait une boîte à chaussures supplémentaire là, non? Oh, je crois que j'ai jamais eu une paire de chaussures avec une boîte quand même aussi grosse. Même celles qui sont connectées en général, c'est pas aussi gros et aussi lourd. Genre. Bon alors, il y a quoi dans cette boîte? Tu l'as déjà dit, mais voilà. Il y a ces deux trucs là. C'est du OnePlus. C'est les deux nouveaux smartphones. Donc il y a le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Deux prix différents bien sûr. Il y a 100 € d'écart je crois entre les deux. Le OnePlus 9 il est à partir de 719 et le 9 Pro à partir de 919 €. Et en gros, va y avoir très très peu de différence finalement entre ces deux modèles. Ça va surtout jouer à des petits détails comme par exemple ce petit chargeur, le Warp Charge 50 wireless, qui sera compatible avec le OnePlus 9 Pro. Donc en gros, on va pouvoir recharger notre smartphone sans fil avec une puissance de 50 watts, ce qui est
en théorie pas disponible sur les autres. Donc du coup, on retrouvera le truc classique sur le OnePlus 9 avec du 15 watts comme on aura partout. Par contre, un truc que les gens ne précisent pas, c'est qu'en fait, dans ce truc-là, tu as un énorme moteur là. Et à chaque fois que tu mets ton téléphone dessus, ça souffle. Tu ne le mets pas à côté d'un lit. Genre, quand tu dors, tu ne le mets pas à côté. C'est horrible. Tiens, si à la régie, il peut juste remontrer le chargeur sans fil, là, si on peut un peu couper. Voilà, remontre-nous un petit peu le turbo-réacteur, là. Tu vois, là, en fait, tu as un ventilo à l'intérieur, forcément, pour refroidir, parce que pour occuper 50 watts, il faut forcément le refroidir un petit peu en moment. Mais à la limite, sur un bureau, ça passe. À côté de son lit, c'est mort. T'as l'équivalent de Fukushima là-dedans, donc il faut quand même refroidir tout ça, quoi. S'ils promettent 50 watts dans le téléphone, ça veut dire qu'ils sont obligés de pousser beaucoup plus sur de l'induction. Donc c'est pour ça que c'est refroidi. Ce qui doit pas être génial non plus pour le téléphone. Enfin, moi, je suis plutôt pas ultra fan de l'induction, moi. Et moi, j'aime bien la consommation électrique, mine de rien. Hein, tu consommes plus, du coup. En fait, non, mais c'est plus sur la durée de vie. Mais encore une fois, après... Le problème, c'est moi, je recharge tous les soirs mon smartphone en sans fil. Je le pose sur mon bureau pour qu'il recharge et tout. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Après, je suis une mauvaise. Je peux pas trop aller plus loin dans mes tests parce qu'au final, je garde un téléphone 1 an et puis même, je le relie énormément. Enfin, je change énormément. Donc, du coup, je suis pas trop à même de parler de la longévité. Mais non. Il faut, quand il faut dire, on garde une semaine un téléphone. Ça. Ils en arrivent tellement qu'on les change comme ça. Non, mais après, c'est vrai que tu as raison. Effectivement, il y a des marques qui vont maîtriser ça mieux que d'autres. Et même avec un truc comme ça, avec de la recharge filaire, au bout d'1 an déjà. Ouais, ça dégringole quand même au niveau de la batterie. Mais en tout cas, non, c'est deux beaux smartphones. Déjà, côté design, ils ont changé un peu le truc, mais surtout le côté phare de ces nouveaux modèles, c'est leur collaboration avec Hasselblad, grande marque hyper connue dans le monde des vidéos, des photos. Et ils ont fait un partenariat avec OnePlus. Alors moi, je trouve que c'est à double tranchant. C'est que c'est cool parce que ils ramènent une grosse marque, grosse renommée, comme avait fait Huawei avec Leica. Mais en même temps, je trouve qu'ils sont un peu pété la gueule sur cette partie-là parce que ils disent on rajoute la color science de Hasselblad, on va rajouter un peu l'expertise parce qu'en fait il y a un mode pro dédié en mode Hasselblad, c'est comme ça que ça a été appelé. Le problème étant qu'en fait, je pense que si on ne passe pas par cette partie pro, on ne débloque pas toutes les fonctionnalités made in Hasselblad. Donc, on se retrouve avec un OnePlus qui est certes un peu mieux côté photo. Et surtout, on va pas avoir cette distorsion qu'on avait surtout au niveau du OnePlus 8 où quand on passe d'un capteur à un autre, on aura des jumps de couleurs et vraiment, on passe d'un ton froid à un ton chaud. C'était insane. Et là, on va moins retrouver cette partie-là. Après, on va retrouver aussi des plus gros capteurs. C'est des capteurs, un de 48 et un de 50 mégapixels. C'est ça. Donc, c'est quand même des gros bestiaux. Ce qui est bien parce que quand, par exemple, on fait des photos en basse lumière, j'ai pu en prendre quelques-unes. C'est plutôt pas mal. Ça gère bien tout ce qui est flair et tout ça. Après, c'est OnePlus, c'est-à-dire que même s'ils essayent de faire du premium, ils n'ont pas les ingénieurs de chez Samsung, ils n'ont pas les ingénieurs de chez Apple. Et du coup, on aura un smartphone qui est premium de ouf de A à Z avec toutes les specs. Genre, tu prends le mieux sous Android et tu l'as dans ce smartphone. Écran qui monte jusqu'à 120 Hz, du AMOLED Quad HD+, avec un écran de 6,7 ou 6,55 pouces, un ratio allongé. Enfin bref, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Même tu sens qu'il reste quand même en retrait par rapport à des grandes marques qui ont des smartphones, qui proposent des smartphones pour ce même prix. Et c'est là où j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais après, ça reste un super produit, une super alternative aux grandes marques, mais ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux vraiment faire beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Le système d'exploitation. Alors, système d'exploitation, c'est génial. Enfin, moi, j'ai toujours kiffé OnePlus parce que justement, il n'y avait pas cette couche que tu pouvais retrouver chez la concurrence. Et il faisait partie des premiers là où Huawei avait énormément de surcouches, c'était introuvable. Eux, ils ont réussi justement à purifier tout ça avec OxygenOS. Donc, c'est Android 11, OxygenOS 11, je crois. Et c'est vraiment chouette. C'est ergonomique, c'est fluide, il n'y a pas de fioritures, tu peux y aller, c'est chouette. Peut-être un peu plus fan cette année de Oppo qui donne plus de personnalisation, là où OnePlus en général faisait plus l'effort de rajouter plein de fonctionnalités pour que tu puisses personnaliser ça. Là, je trouve qu'Oppo a fait plus d'efforts de ce côté-là. Mais bon, après, ça fonctionne super bien, ça tourne bien et tout. Et puis, c'est 5G. Voilà. Donc, si jamais tu veux un smartphone 5G,
Pour le coup, c'est servi. Et pour le coup, on est servi. Ouais, Et ils vous ont pas Ouais, dit mais- s'ils allaient déployer des mises à jour logicielles, parce que souvent avec des gros partenariats Alors, comme ça, le partenaire intervient parfois assez tard dans le développement du téléphone, ce c'est qui fait ça. que t'as pas des perfs géniales au début, et puis après ça s'améliore. Alors c'est ça le problème, c'est que moi j'ai testé, donc ça fait une semaine peut-être que je les ai et j'avais pas la dernière mise à jour. Je l'ai faite là, mais le problème de ces smartphones, c'est que dès que ça sort, enfin même là actuellement, il est même pas encore sorti. Il sort là, il est en précommande, je crois. Ouais. Et donc ce sera dans les 1 mois, 2 mois qui vont suivre qu'on aura vraiment les vraies performances photo, pardon, de ces smartphones. Parce que sinon, pour l'instant, c'est que de l'optimisation. Et puis, effectivement, les partenariats comme ça s'annonce vraiment tard. Donc, il y a énormément de problèmes qui doivent être corrigés. Notamment, par exemple, à 8K 30 FPS. C'est comme Samsung, c'est beau sur le papier, mais c'est pas exploitable pour l'instant pour faire des vraies vidéos. À moins que tu le poses sur un trépied, tu le laisses. Et puis là, Plus rien. Et puis, t'as 17 minutes de batterie. C'est ça, tu le touches même plus lui, tellement il est chaud, quoi. Et du coup, tu le mets sur le truc à induction et tu le termines, le truc fond littéralement. Ah ouais, sur mais c'est ça. Puis après, il faut voir la gueule du chargeur aussi. Parce que le wireless, il fonctionne aussi avec ce chargeur-là qui est fourni dans la boîte, heureusement. Mais voilà, ça, c'est du 65 watts, ça carbure bien. Mais tu es obligé d'avoir ça pour pouvoir bien l'utiliser. Après, donc selon toi, ils sont toujours pas au niveau des Samsung, des Apple. Moi, ouais. Bah déjà, pour vraiment concurrencer ceux-là, ils sont loin. En fait, ils ont les mêmes performances sur le papier, c'est-à-dire que le OnePlus ou Oppo, ils seront hyper performants, que ce soit en termes de processeur, de surcouche. Ils sont vraiment bien. Ils sont, je pense, ils font partie du haut du panier à ce niveau-là. Mais tu sens quand même que chez Apple ou chez Samsung, je les mets au même niveau. Ils sont vraiment un step au-dessus. Ils sont vraiment allés chercher plus loin, surtout en termes de photos où on a des clichés qu'on retrouvera nulle part ailleurs. OnePlus, ça reste quand même un peu en retrait. Et c'est dommage parce qu'ils ont, sur le papier, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Mais ça reste trop cher pour ce que c'est. Et là où à l'époque ils avaient bien réussi à manager cette barre, c'est que c'était l'excellent rapport qualité-prix. Maintenant, ils jouent que dans le premium. Là où par exemple, on pourra recommander un OnePlus Nord. Le OnePlus 9 et 9 Pro, c'est moins le cas. Et même ceux qui sont adeptes de OnePlus, ils vont pas sauter sur la nouvelle version. Peut-être qu'ils attendront le 9T qui sortira dans quelques mois, qui aura peut-être plus de choses. Donc, le truc qu'on peut se poser d'ailleurs, c'est que à force de vouloir jouer sur le tableau du premium et quand même de voir qu'ils sont un petit peu en galère, qu'ils n'arrivent pas peut-être à atteindre les chiffres de vente qu'ils aimeraient, est-ce que d'ailleurs ils sont pas en train de se tuer même avec la gamme OnePlus Nord, où au final il valait peut-être mieux un espèce de flagship killer encore, là où ils étaient très très bons là-dessus, alors que d'avoir ces deux gammes qui vit pas très bien parce que le OnePlus Nord il va très vite se retrouver dépassé face à des Xiaomi qui sont de plus en plus agressifs, même si moi, par exemple, j'ai une grosse préférence pour la surcouche de OnePlus. J'irais peut-être plus vers un OnePlus facilement que vers un Xiaomi par rapport à la surcouche. Est-ce que ça, c'est pas en train de les flinguer? Parce qu'on a l'impression que c'est depuis qu'ils ont fait ce shift-là, en voulant aller cogner sur le haut de gamme, le haut de gamme, le premium, et ils n'arrivent pas à exister dans le milieu de gamme, ou en tout cas très mal. Disons que Xiaomi, ils ont tapé fort de ce côté-là, mais je reste quand même persuadé que OnePlus est au-dessus. Rien que la technologie de l'écran où on retrouve de l'AMOLED, mais ça peut concurrencer Samsung sans aucun souci. Alors que Xiaomi, tu sens qu'il y a quand même des côtés qui sont beaucoup plus cheap et même en termes de prise en main, tu sens la différence. Et c'est d'ailleurs ce qu'on ressent aussi quand on a à la fois le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Le 9 Pro est beaucoup plus quali, il est plus lourd, c'est de l'aluminium, c'est du verre. Même le 9, en fait, sur les côtés, tu vas avoir du plastique, ce qui est un peu dommage. Pour moi, il ne devrait pas faire deux smartphones différents, il devrait faire juste un grand premium et ensuite s'axer sur les autres. Mais ils n'ont pas calqué un peu sur Samsung, parce que le S21 aussi est comme ça, avec le côté. Bien sûr, mais c'est pareil, Samsung, c'est pareil. Ils ne devraient pas faire 3 smartphones. Le S21, S21 Plus, S21 Ultra, à un moment, c'est trop. Alors, le Plus, il dégage. Tu mets soit S21, soit S21 Ultra. Et puis, même maintenant, avec l'Ultra, ça a tué le Note. Donc, je pense qu'ils sont en train de reformer leur gamme pour
pour réajuster un petit peu les prix et ce qu'ils veulent voir. Ouais. Quentin, j'ai une question pour toi. C'est quoi tes devices au quotidien, toi? Avec quoi En tu ce utilises? moment, c'est l'iPhone 12 Pro. Ouais, c'est ça, iPhone 12 Pro et le Galaxy Z Fold 2. Mais qui switch pas mal du coup avec le OnePlus, le S21. En général, c'est lui qui y a un roulement en général par rapport à ce que je teste. Du coup, Quentin, j'ai une question. On sait quoi, la OnePlus, ils aiment bien sortir 2 téléphones par an, enfin 2 modèles faire 2 sorties dans l'année. Du coup, tu conseillerais d'acheter maintenant le OnePlus 9 dès à présent ou d'attendre le milieu de l'année et de voir le modèle T pour acheter un OnePlus et peut-être acheter le 9 pour moins cher? Alors, il y a 2 ans, j'aurais dit d'attendre pour choper la version T, mais l'an dernier, ils ont fait un truc bizarre, c'est qu'en fait, le OnePlus 8T venait en plein milieu entre le 8 et le 8 Pro. Donc, il y avait des fonctionnalités qu'il n'y avait pas, genre par exemple sur la partie photo, le modèle Pro de l'an dernier était quand même un peu plus performant que le modèle 8T. Là, pour les personnes qui ont les moyens en vrai et qui ont envie et qui ont les besoins de changer de smartphone, le 9 Pro est vraiment la bonne référence, je pense. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de différence en termes de taille, enfin, c'est vraiment super léger et pour 100 € de plus, on aura vraiment un smartphone qui est beaucoup plus qualitatif quand même et qui durera plus dans le temps, sachant quand même que OnePlus, je crois qu'ils ont un bon partenariat avec Android, donc les mises à jour, on les a quand même très très régulièrement et ça c'est cool. Donc non, si on a envie de choper un smartphone, le OnePlus 9 Pro est vraiment la référence, je pense, et faut se jeter dessus tellement il est bien. Mais c'est à double tranchant, c'est que pour le même prix, il y a quand même d'excellents concurrents à côté, sachant que même le S21 Ultra de Samsung, qui commence en théorie à partir des 900-950 €, totalement dégringolé. Donc, on peut essayer de le taper autour des 850 aujourd'hui, même peut-être un peu moins cher, ça dépendra des boutiques. Et si on veut, éventuellement dans les trucs de reconditionner et tout ça, on peut l'avoir un peu moins cher. Donc aujourd'hui, c'est une vraie question et je pense que c'est une question de goût. Les aficionados de OnePlus, ils vont se jeter dessus comme ils font en général. Mais ouais, c'est vraiment très challengeant cette année. Surtout, Oppo fait un excellent travail eux aussi. Et en termes de photos, c'est peut-être les meilleurs cette année par rapport à OnePlus. Donc ouais, c'est vraiment une question de préférence en fonction de ce qu'on préfère. Design, ergonomie. Y a pas mal de... Comme tu l'as dit, ils ont été. C'est peut-être ce qui justifie d'ailleurs le positionnement premium, c'est que au lancement de la marque OnePlus, c'était un truc où il fallait se faire parrainer. Ils avaient créé cette logique de cercle un petit peu. Quand tu arrivais à avoir un OnePlus, t'étais la star, quoi. T'avais le téléphone ultra prisé. Donc effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, ils essayent de renouer avec ce truc-là, avec un marché qui est tiré par les Chinois et qui font des rapports qualité-prix de fou, de furieux. Je me souviens d'un lancement avec Quentin, justement, à la Fnac de Paris, Paris-Terne, je crois. Ouais, la Fnac des Ternes, ouais. Il y avait un bon paquet de pizzas, d'ailleurs, c'est très sympa. Mais ouais, non, mais ils avaient une expérience de lancement qui était très intéressante au niveau de la communauté. Ils travaillaient vachement sur la communauté. Exactement, ouais, la communauté représente énormément chez OnePlus et effectivement, je me rappelle, moi, le premier OnePlus que j'avais, c'est le OnePlus 2. Il a fallu une invitation pour que je puisse l'acheter. Au final, un peu l'histoire des sneakers où aujourd'hui, tu es obligé de passer des rafles pour ensuite avoir l'opportunité de l'acheter par la suite. C'est exactement ça chez OnePlus. Mais je trouve qu'au fur et à mesure, ils l'ont vachement perdu. Et on garde le côté un peu OnePlus fanboy où c'est vraiment cool, un peu à l'effigie d'Apple quand les mecs allaient camper devant les Apple Store avant de prendre un iPhone, ce qui est moins le cas ces derniers temps. Mais OnePlus est quand même proche de sa communauté, mais pour des tarots qui sont trop élevés, je pense, aujourd'hui, pour vraiment plaire Day One, quoi. Après, en fait, je pense que c'est qu'ils ont construit en fait leur communauté comme étant des geeks qui cherchaient le bon rapport qualité-prix. C'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Et la montée en fait des prix n'a pas été justifiée en fait pour les fans de la première heure. Pour eux, c'était un peu une trahison dans l'ADN de OnePlus. Ils se sont dit, en fait, on ne veut pas payer 800 € pour un téléphone qui n'offre pas un bon rapport qualité-prix comme ça. Autant aller chez Xiaomi ou une autre marque. Tu l'utilises depuis longtemps là ? Ah pardon Mathieu, désolé. Non, vas-y. En fait, je me demandais si tu avais déjà une idée de l'autonomie.
Alors moi, ça fait bien 5 jours que j'utilise et pour le coup, l'autonomie est vraiment correcte. C'est que ça tient alors pour l'instant, c'est vraiment la phase de test où je l'utilise quand même beaucoup tous les jours. Ouais. Donc du coup, l'autonomie, elle a tendance à dégringoler, surtout quand on va commencer à shooter en 8K et tout. Mais là, ça fait 2 jours que j'utilise plutôt en daily et ça tient une bonne journée. Une Je bonne termine journée, en général autour des 22 heures. Là, j'ai combien là? Ouais, c'est ça, j'ai 24% de batterie. En l'ayant bien utilisé aujourd'hui. T'es tranquille pour ta journée. Franchement, on est tranquille. C'est bien pour l'instant. Sachant qu'il y a des mises à jour qui arriveront, qui corrigeront peut-être quelques petits soucis. Donc, non, l'autonomie est correcte. Alors, sachant que c'est la version 9 Pro, hein, c'est pas la version 9. Mais je crois qu'ils ont exactement les mêmes batteries qui est de 4500 mAh, si je dis pas de bêtises. Donc là-dessus, c'est cool. Mais surtout, le plus gros point, c'est quand même le pouvoir la recharger hyper rapidement. On le branche à 0%. En 29 minutes, il atteint les 100. Ça, c'est bluffant. C'est bluffant. Ce qu'on trouve très rarement ailleurs. Moi, je regrette quand même qu'ils n'aient pas eu la même un peu idée stratégique comme Google, qui finalement a décidé de repositionner son Pixel 5 en le descendant à un prix bien plus meilleur stratégiquement parlant, on va dire, qui se trouve aux alentours des 600 €. Et je pense que c'est là où aurait dû se positionner OnePlus. La guerre des caméras, elle va être compliquée à gagner. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas les épaules là-dessus. Et j'aurais préféré, moi, qu'ils continuent à offrir de la performance et de l'optimisation logicielle. J'ai regardé un petit peu le communiqué de presse et sur le site de OnePlus. Je suis un peu triste parce que OxygenOS n'avance plus comme elle pouvait avancer à une certaine époque. Et c'était pour moi là la force, la contre-proposition que pouvait faire OnePlus en se positionnant sur une expérience logicielle aux petits oignons. C'était vraiment un petit peu pour moi, limite, les Apple, les iOS un petit peu de l'Android. De l'Android. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, chacune de ces parties ont été prises par d'autres constructeurs. C'est que l'excellent rapport qualité-prix, c'est Xiaomi qui l'a récupéré. L'expérience, ça va être Oppo ces derniers temps. Et même Samsung, hein, avec. Oui, même Samsung. Ils sont vraiment plus clean en termes de surcouche. Mais tu sens quand même que OnePlus est plus léger. Je sais pas, tu as l'impression d'être un peu moins étouffé dessus et pour beaucoup utiliser le Z Fold 2, on sent vraiment la différence. C'est plus fluide, c'est plus ergonomique, c'est plus appréciable. Et pour faire un point pour rebondir sur les constructeurs qui s'allient du coup en termes de caméra, le problème c'est que tu as beau mettre le nom le plus badass collab avec Canon, avec Sony, machin en termes de caméra. Au final, tout repose sur l'expérience et l'optimisation logicielle. Et le problème, c'est que ces boîtes-là travaillent pas là-dessus. Et notamment pour moi, c'est là où Hasselblad vient apporter son expertise, ça va être sur la colorimétrie, des choses comme ça. C'est sur ce type que ça va rendre. Mais pour le reste, sur le traitement pur de l'image, c'est pas le boulot d'Hasselblad. Et on le voit bien. Une société comme Google, qui est absolument pas dans le monde de la caméra, qui n'a absolument personne avec eux comme grand nom pour les accompagner. Ils arrivent à faire des trucs parce que tout arrive dans le traitement de l'image, en fait. Ah oui, ils ont carrément leur logo sur le mode professionnel. C'est que sur le mode professionnel, en fait, c'est un mode dédié à Hasselblad et c'est tu peux juste remettre le logo, s'il te plaît, Quentin. Toc. Voilà. Et en fait, et c'est à travers cette option qu'on va pouvoir débrider le téléphone exactement comme la concurrence. Le seul problème, c'est qu'en fait, j'ai peur que ce soit qu'à travers ce mode-là qu'on puisse avoir cette color science dont parle OnePlus. Et après avoir fait quelques tests, alors j'ai pas encore retouché les DNG, c'est le format RAW de brut à travers ce mode, mais au final. C'est pas bien différent des autres photos qu'on peut prendre. Et même ce que je disais dans ma vidéo, c'est que au final, les gens qui achètent un OnePlus 9, ils l'achètent pour pouvoir le sortir de leur poche, prendre des photos en grand angle, ultra grand angle, téléphoto. Ils vont pas se faire chier à aller dans le mode pro. Et même les gens qui utilisent des appareils Hasselblad, ils vont faire les réglages sur leur appareil photo Hasselblad, pas avec leur smartphone à 900 €. C'est pas le même prix aussi. Mais oui, mais c'est pas le même prix. Mais au final, en tout cas, fort probablement pas, comme tu disais, dans un usage au quotidien. Tu le feras quand tu as un truc un peu spé que tu veux capturer, sur lequel tu vas aller chercher ton réglage machin.
Mais non, mais il faut que tu le sortes, que tu cliques et que effectivement. C'est ça. Hein. Et quand tu rajoutes la Solblad, tu attends presque que ça te facilite la vie, quoi. Donc, exactement. C'est ça, en fait, même le but premier d'un smartphone. Hein, globalement, les vrais fans de la photo, quand ils veulent shooter, ils ont leur appareil sur eux. Et après, comme tout le monde, ils ont des séquences où ils pointent et ils cliquent et ils appuient. Mais je suis convaincu que les mises à jour vont améliorer le truc. Enfin, tu vois, dans l'histoire de ces trucs-là et même des autres smartphones, on sait que sur des promesses de performance technique photo, souvent un nouveau firmware, ça change tout. Donc, on va voir ce que nous réserve le truc, mais ça peut être, en tout cas, c'est intéressant. Ouais. Et j'ai une petite question. Point, ils arrivent à régler le truc aussi. Hein. C'est ça le problème, c'est que parfois tu te heurtes à des limites par rapport à tes ressources qui peuvent travailler là-dessus. Voilà. Et surtout chez OnePlus en général. Bah oui, ouais. Ils n'ont pas les développeurs, ils n'ont pas les mecs qui traitent l'image comme chez un Samsung ou chez un Google par exemple. Bah écoute, on te réinvitera peut-être dans 6 mois pour en reparler. Avec plaisir. Je suis là. Il y a Jason qui voulait poser une question pour conclure après. Ouais, c'était juste une petite question. Du coup, si on est créatif et qu'on fait de la vidéo avec un smartphone, tu conseillerais plutôt de s'orienter vers Samsung plutôt que OnePlus pour filmer TikTok. Pas forcément du TikTok, mais... Oui, non, mais... Alors, smartphone, parce que ça peut être de l'Apple, hein. Oui, aussi, oui. Alors, en termes de vidéo, dans tous les cas, ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur le marché et surtout le plus polyvalent, ça reste Samsung parce que, le plus polyvalent, c'est sûr. On a tellement d'objectifs, tellement de possibilités créatives, c'est vraiment abusé. Apple reste quand même meilleur dans le sens où les vidéos sont plus clean, t'es sûr de repartir avec un bon fichier, t'as pas de problème d'autofocus et tout ça. Et là-dessus, ça fait vraiment, vraiment le taf. Maintenant, dis-moi. Putain, moi, je t'invite dans l'émission et tout, c'est pour que tu me lâches. Apple, c'est mieux. Franchement, je t'invite plus jamais. C'est tellement plus neutre, tellement plus. Je suis désolé, mais après avoir testé tout ça, et surtout, par exemple, si on compare avec le Fold, il y a trop de problèmes de photo. Par contre, le S21 Ultra est méga quali pour le coup, et que ce soit en termes de photos, vidéo, ils ont vraiment réussi à mettre un pas au-dessus et à se rapprocher de ce que fait Apple. Et je suis vraiment content de cette partie-là parce que c'est vrai que en général, Android est décrié en termes de photos, de vidéos. Là, Samsung a vraiment fait l'effort de prendre le temps, de vraiment bien se concentrer sur la partie photo et on sent que le travail commence à payer. Et après, bon, la 8K, c'est mort là-dessus, ça sert à rien de l'utiliser, mais si on veut faire de la 4K 30 ou 60, ça sera excellent. Donc, au final, ça dépendra vraiment des préférences de l'utilisateur. S'ils veulent plutôt avoir de l'iOS pour avoir tout l'écosystème qui va autour, ou bien du Samsung parce qu'ils préfèrent l'expérience Android, plus personnalisable, et puis la gueule du smartphone aussi, c'est important de le prendre en compte. Mathieu, avant de conclure, j'aimerais juste revenir sur un élément que Jason a mentionné là, sur la date d'achat d'un téléphone. Je crois que c'était Jérôme de Nowtech qui avait fait une très bonne vidéo justement à ce sujet sur quand est-ce qu'il faut acheter un téléphone et faut-il acheter un téléphone neuf, quoi que ce soit. Un élément à prendre en compte, je ne sais pas ce qu'il en est pour le marché de OnePlus, mais c'est la décote rapide des téléphones Android. Et si vous patientez que quelques mois, souvent vous pouvez avoir du moins 15, moins 30, moins 40% sur certaines pièces qui sont sorties à des prix pourtant très très hauts peu de temps auparavant. Donc, Samsung, c'est abusé, ouais. Mais chez OnePlus, en fait, c'est un peu les Apple sous Android. Et les réductions sont pas si fréquentes que ça, à part en Black Friday ou des trucs comme ça. Sinon, en vrai, ça décote pas tant que ça, OnePlus. Pas aussi vite que chez Samsung. Chez Samsung, c'est abusé. Sur tous les produits Samsung, toutes les gammes, le blanc, le brun, l'aspirateur, la télé, le frigo, la machine à laver. Voilà, l'ODR, on est les champions. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas à patienter quelques temps quand vos youtubeurs favoris vous disent ce téléphone est génial. Attendez un peu. Eh bien, en tout cas, merci Quentin pour ce retour. Et du coup, je propose qu'on passe tout de suite au télé Philips OLED avec David. Oui, c'est ça, c'est moi. On va, écoute, one fois de plus se parler de téléviseur. Hein. Oui. Aujourd'hui, effectivement. Mais c'est le festival du jeu de mots ce soir. Vous écoute, êtes Voilà, c'est ça. Non, mais effectivement, aujourd'hui, télé OLED. J'ai beaucoup de questions moi sur les téléviseurs gaming. Je ne sais pas si on peut avoir les images. Merci la régie. Et voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un téléviseur
si vous cherchez un produit gaming, eh ben, c'est pas celui-là qu'il faut acheter. Voilà. Parce que le Philips. Merci d'être passé. Tchuss. Voilà. Mais non, mais. C'est carrément craignos. C'est affiché sur elle. Hein. Voilà, c'est un téléviseur. Alors, c'est le Philips OLED 935. C'est même de la gamme OLED+. C'est la gamme OLED+. Et ces modèles avec le petit truc qui les caractérise en bas, c'est la barre de son Bowers & Wilkins. Hein. Donc, c'est quand même une barre de son qui envoie pas mal, mais je vais revenir en détail. Et donc, c'est un téléviseur que tu vas pas acheter, en l'occurrence ici, précisément pour le gaming, parce que c'est un modèle de fin 2020. Et c'est vrai que j'ai sorti le test et bientôt la vidéo sur la chaîne, parce que j'ai volontairement voulu le garder longtemps, parce que je voulais voir vraiment essayer de provoquer, pour ne rien vous cacher, du marquage sur ce téléviseur OLED, et j'ai pas réussi. Et ça, c'est juste pour refermer la petite parenthèse, c'est que j'ai publié le test sur Frandroid, et j'ai eu beaucoup de lecteurs qui se sont plaints d'une tache verte qui apparaît au centre de l'écran. Et donc, c'est la petite inquiétude, mais que je vais mettre de côté, parce que moi, en 4 mois, en le triturant sauvagement, j'ai pas réussi à provoquer de défaut quelconque, mais on va voir un petit peu plus loin que j'en ai eu d'autres, des galères. Donc, c'est un téléviseur qui fonctionne comme on le voit. Quel très beau plan qui bouge, c'est très agréable, bravo. Donc c'est un téléviseur effectivement donc OLED, gamme 2020, donc c'est un truc qui est compatible quand même avec du HDR10, avec du Dolby Vision et que tu vas acheter pour une expérience cinéma un petit peu à part parce que tu as cette barre de son, qui est une barre de son quand même Bowers & Wilkins qui va bien, avec 70 watts RMS. C'est un système 3.1.2, donc qui va te gérer donc 3 voix, un woofer et deux petits tweeters qu'on va voir ensuite au-dessus pour la partie Atmos. Et puis surtout, il y a le fameux Tweeter on top qui est dédié à la production des voix, qui du coup te garantit vraiment un rendu ultra riche, mais en tout cas ultra équilibré par ailleurs. En plus, tu as toutes les options de réglage, etc. dans les menus. Et du coup, c'est super agréable sur cette partie vraiment cinématographique de l'usage. Ce qu'on voit là depuis tout à l'heure, c'est ce que beaucoup de monde a sans doute eu sur son téléviseur Android TV, c'est les petites améliorations qui ont été portées sur Android TV. C'est pas encore de l'Android 10, mais on s'en rapproche. Et c'est pas du Google TV non plus, mais on s'en rapproche avec des systèmes de recommandation de contenu. Aujourd'hui, quand tu as tes différents blogs, enfin tes identifiants, que ce soit des identifiants Netflix, Disney+, Prime Video, etc., et ben tu as toutes tes tuiles maintenant te permettre d'accéder à tes recommandations sans ouvrir l'application, etc. Donc, c'est plutôt cool. Là, c'est le côté magique de l'OLED. Hein, alors, au travers d'un flux StreamYard, d'une caméra, d'une compression YouTube, etc. Mais c'est un téléviseur qui profite de tous les avantages de l'OLED, c'est-à-dire les contrastes qui sont complètement dingues, et les inconvénients aussi, c'est-à-dire que c'est quand même une bonne luminosité, mais ça reste tout de même moins lumineux que les meilleurs des dalles LCD. Et là, ce qu'on voit là, c'est, j'ai volontairement montré cette séquence d'une série qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est Black Lightning, qui est disponible sur Netflix. C'est des extraits un peu courts, mais qui permettent de voir un petit peu voilà, comment ça explose les lights. Alors, je l'avais volontairement mis en vif pour qu'on puisse percevoir ce qui se passe à l'image, mais c'est de l'ambilight 4 côtés. Et aujourd'hui, beaucoup des clients qui sont clients Philips, ils reviennent notamment pour l'ambilight parce que voilà, je vais vous annoncer le tarif, mais forcément, c'est pas pour le prix que tu vas l'acheter. Et c'est d'ailleurs forcément l'un des problèmes. Je tiens juste à dire, je connais la personne qui n'achète pas les télés ambilight, c'est ma mère, je lui ai mis l'ambilight sur ma télé, elle a dit éteins-moi ça. Ah ouais, mais est-ce que tu lui as dit non, mais essaye, tu vas voir, essaye plus longtemps. Voilà. Mais je lui ai mis pendant une semaine et après elle m'a dit c'était ça, éteins ça. Okay. Elle a dit c'est quoi cette télé sur le capot à l'arrière, il y a des lumières, ça s'allume de partout. Voilà, donc là on a les deux fameuses voix au-dessus qui sont censées reproduire l'effet Dolby Atmos. Le Tweeter on top. Moi franchement l'effet Dolby Atmos, je le perçois pas. Bon alors là en plus il était installé dans une pièce un peu particulière, mais je l'ai mis dans mon salon. Et en fait, c'est tellement soumis à des contraintes d'installation, de hauteur sous plafond, etc. Puis tu as des constructeurs qui vont te proposer des modes pour le dire, bah voilà, mon téléviseur, il est installé à 80, 60 cm du plafond. Et donc, ils règlent ça, notamment chez Panasonic. Ils ajustent un petit peu ça de manière à ce que ce soit le plus précis possible. Et voilà. Et donc là, il y a un truc qui est intéressant. C'était cette télécommande qui est rétroéclairée et qui, comme vous le voyez, est déjà, je ne sais pas si on peut juste revenir un tout petit peu sur le truc. On peut tout à fait. Voilà, mets une pause, tu vois, en fait, elle est déjà abîmée.
et il y a déjà la peinture de la télécommande qui est en train de s'écailler. Et alors là, on le voit, c'est juste sur le petit bouton de mise en marche. Mais en fait, au-dessus, au-dessus, très brièvement, enfin voilà, parce qu'on voit aussi quand même sur la partie haute déjà que la peinture noire est en train de s'écailler. Et ça, c'est la loose. C'est la méga loose parce qu'en plus, le dos de la télécommande est en cuir, etc. Donc, c'est vraiment dommage. Là, tu peux mettre aussi une très rapide pause parce que j'en reparlerai sur la chaîne. David, juste, tu as été interrompu tout à l'heure par Jason au moment où tu as annoncé le tarif, il me semble. Non, mais c'est parce que j'aime bien garder le meilleur pour la fin. Non, mais je peux effectivement répondre à ta question. Non, mais vas-y, après tu gardes le pour la fin. On est, en fait, là, très brièvement, mais on retrouvera tous les résultats des mesures, la consommation, tous ces trucs-là, REC 709, DCI-P3. Là, on est sur la partie HDR. Grosso modo, tu sens bien que Philips a fait un très bon travail, mais aujourd'hui sur des dalles OLED de cette trempe-là, que ce soit chez Sony, chez Pana, chez LG, maintenant chez Philips également, l'OLED, ils ont finalement tous bien compris à peu près comment le calibrer. Et là, on est sur l'espace colorimétrique dédié à l'univers DCI-P3, enfin l'espace, voilà, et donc vos Blu-ray accessoirement. Donc c'est un téléviseur qui est très bien calibré, malgré un blanc souvent un peu chaud dans les modes film. Justement parce que c'est souvent comme ça que les marques le calibrent. On le voit là sur la courbe, que plus on va vers le blanc, sur le truc qui est en haut à gauche, plus on va vers le blanc et plus c'est rouge. Et voilà, donc c'est un peu la dalle, c'est du LG. Ouais, comme aujourd'hui 100% des téléviseurs OLED, c'est du LG Display. Okay. L'autre fournisseur de dalle OLED est bien moins utilisé. Et puis surtout, il y en a d'autres qui promettent d'arriver. Donc voilà, donc après, il y a des petits trucs, le tissu Quadra sur la barre de son. Et là où je dis que ça te promet, c'est un téléviseur, je ne vais pas vous le cacher, je lui ai mis 8 sur 10 sur Frandroid. Depuis quand même, il y a eu cette télécommande qui a encore continué de se dégrader. Et franchement, c'est très dur. Depuis, il y a aussi eu la réaction des lecteurs qui me disent mais moi j'ai des problèmes sur un OLED. Alors c'est pas systématiquement le même modèle, c'est parfois d'autres modèles, mais du coup ça laisse quand même poser pas mal quelques questions planes sur le sujet. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des soucis avec les téléviseurs Philips. Donc je baisserai pas la note parce que comme toujours, il y a des aléas avec toutes les marques. Donc voilà. Donc c'est quand même un produit auquel j'ai mis 8 sur 10, mais pour l'expérience cinéma, Ambilight, audio et qualité de l'OLED. Parce qu'il y a quand même une dalle lumineuse, etc. Si vous cherchez un truc pour le gaming, que vous avez une console next-gen, que vous avez une carte RTX Series 30 avec du HDMI 2.1 pour jouer à 4K en 120, enfin en 4K à 120, c'est pas ce qu'il faut acheter parce que pas d'HDMI 2.1 et surtout input lag, retard à l'affichage 36 millisecondes, c'est quand même assez costaud. Voilà. On est aujourd'hui sur des performances techniques de la part des autres constructeurs qui promettent moins de 14 et moins de 10 sur les dalles 2021. Ouais. Donc, à 1999 € pour le 48 pouces. Ah oui, quand même. Ah ouais. 2499 € pour le 55 pouces. Avec une belle télécommande qui s'écaille. 3499 € pour le 65 pouces. Aujourd'hui, le modèle phare, le best-seller des OLED, c'est le C10. On va dire en 55 pouces, qui est à 1490 €. C'est 1000 € moins cher. Voilà. Donc, est-ce qu'à 1000 €, tu achètes ça et tu te fais plaisir avec l'Ambilight, ton truc, etc. Ou est-ce que tu achètes un C10 et que tu mets une barre de son? Eh bien, la mère de Jason, elle te dirait non, merci. D'ailleurs, cette télé-là, si on l'accroche sur le mur, est-ce que l'Ambilight se fait toujours ressentir ou l'expérience est quand même bonne? Oui, parce que en fait, tu as déjà sur la fixation table, tu as plusieurs écarts possibles, mais c'est plus pour ajuster la profondeur de la barre de son. Et oui, si tu l'accroches au mur, en fait, tu as quand même les LED sont sur le dessus. Et donc, en fait, ça serait presque meilleur parce que tu es plus près du mur. Donc, comme elles sont pas très puissantes, plus tu l'écartes et moins tu profites de l'effet. Donc, tu peux tout à fait. Et la barre de son, elle peut être dissociée de la télé ou du coup, elle reste sur le pied? Ah merde. Non, c'est avec peu. Avec un marteau, Quentin. Tu peux. Non, mais ils auraient pu livrer une fibre un peu plus longue et en fait, la connectique est quand même super courte. Après, c'est
c'est la première fois, moi, qu'une télécommande de chez Philips, j'en ai eu quand même, et c'est la première fois qu'elle est dégradée aussi vite. Et après, je vous passe le détail sur les matériaux qui sont dingues. Et tu as contacté Philips là-dessus? Peut-être c'est un problème qu'ils n'ont jamais détecté, un défaut de fabrication. Écoute, moi, je de toute façon comptais le faire avant de publier la vidéo sur la chaîne, mais là, en 3 jours, c'est-à-dire que j'ai publié mon test sur Frandro, et j'ai pris la télécommande, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est en train de se dégrader complètement. En fait, maintenant qu'elle est cahier, tout est en train de se barrer. Donc, tu vois, je disais tout à l'heure, je vais pas changer la note, si ça continue comme ça ou pas, quoi. Tu vois, si l'explication qu'il me donne n'est pas valable. Apple, ils ont dit, ça reprend sa couleur d'origine, en fait, à la base. Ouais, c'est ça. C'est patiné. C'est une couleur un peu patinée. Après, avoir un peu de plastique, je sais pas si c'est quand même mieux. Mais bon. C'est comme LG avec le dos en cuir. Oui, ça va reprendre certaines. Voilà. Ah oui, ça va changer ta matière. De LG. Ah, mais surtout, dans mon souvenir, Philips, ils sont vraiment stylés. Ils ont vraiment des télécommandes stylées. Ouais. Je sais que mes parents, ils ont une ancienne Philips, mais c'est un truc genre un peu ovale, qui est en aluminium et tout. Enfin, vraiment. Non, mais la qualité des matériaux du téléviseur en lui-même, c'est un châssis métal, c'est extrêmement, comme tu dis, c'est extrêmement. Et c'est pour ça que le côté télécommande, donc pour l'instant, voilà, je le disais, je suis pas allé intervenir sur la note, mais tu vois, en reparlant et tout, en fait, ça me fait un peu. Je suis un peu relou, ça me démange. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, je pense que si vous voulez en apprendre un peu plus, il y a le test sur Android. Je pense qu'il y aura bientôt une vidéo complète sur la chaîne de David Noguera. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, n'y allez pas trop fort parce que là, en ce moment, il est en train de nous rattraper. Bientôt, il va se dire, vas-y, chaîne à 13 000 abonnés. Du pouce bleu, de l'abonnement. Non, mais en tout cas, voilà, si vous voulez un peu plus d'informations et un peu plus, donc, le vrai teasing, Mathieu, je te coupe, mais c'est qu'au moment où on va diffuser cette vidéo, il y aura effectivement eu une certaine annonce dont je ne peux pas parler maintenant. Et surtout, j'aurais sans doute reçu les Samsung et les Sony. Et là, on va commencer à parler de mini LED et de HDMI 2.1 et de trucs un peu. Ah, c'est bon ça. Voilà. Heureusement que Philips, ils ont encore leur Ambilight pour eux. Hein. Et moi, j'ai toujours pas de PS5 pour en profiter. J'ai la haine. Moi non plus, mais comme je suis joueur PC, tu vois, j'ai monté aujourd'hui une RTX 3090 parce que j'avais dit que je trouverais une solution pour jouer à 4K en 120. Et il faut quand même noter que quand tu joues en 4K à 120 sur une PS5, il y a tellement de détails qui sont supprimés des jeux que du coup, c'est un peu relou. Donc, ça sera. Moi, je serai team PC. Regarde-le, lui, il est beau. Il y a besoin de rien d'autre. Ah, enlève ton casque vert, c'est bon. Le seul truc dont il parle pas sur sa chaîne en plus. C'est ça. En plus. Et j'en parlerai peut-être bientôt sur la tienne, je crois. Ouais, bientôt. Et d'ici là, j'aurais peut-être mis en ligne cette vidéo où on se fait un petit débat avec Mathieu, à peu près 1 heure. C'est ça, de mon sujet favori. Voilà. Bon, écoutez, je vous propose pour conclure l'émission, du coup, sur ces bonnes réjouissances. Et sur ces magnifiques sujets. Merci Quentin d'avoir ouvert le bal des invités merci. Chez Espace Détente. Plaisir. C'est comme on se dit entre nous, that's my boy. Donc du coup, c'était tout naturel que ce soit lui qui ouvre le bal. D'ailleurs, je devrais bientôt aussi popper sur la chaîne de Quentin parce que j'aime popper sur la chaîne des gens. C'est en montage. Sur mes qualités de pilote, vous allez voir, c'est incroyable. On a fait des tests magnifiques. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous dis des têtes de beaux gosses, je te dis pas quoi. Voilà. C'est léché. Surtout quand tu sais que Mathieu, il a un faux permis, quoi. Exactement. En plus, acheter à Barbès. Voilà. Je vous donne des bonnes adresses. Ça, c'est mon cadeau aussi pour moi. Et du coup, bien sûr, si vous voulez encore plus de pop culture et autres histoires magnifiques avec des patates, avec des économes. Des pierres qui redonnent de l'énergie, tout ça, c'est sur grenacia.com et bien sûr sur le Twitter World of Twinsen. N'hésitez pas à aller lui dire combien vous avez aussi, vous, beaucoup d'amour comme ça pour tout ce qui est pop culture. Et écoutez les gars, n'hésitez pas à liker cette vidéo, les gars, les filles, voilà. On embrasse ceux qui sont actuellement dans le chat quelque part par ici, sur cette première et qui vivent cette émission avec nous. On vous remercie d'avoir été là avec nous. On compte sur vous pour partager, pour faire découvrir Espace Détente. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Et bye bye tout le monde. Ciao. Ciao.